Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu t'apprêtes à regarder une présentation que j'ai créée à la base pour le Moxie Summit 2022 qui s'est déroulé il y a de ça 2-3 semaines en arrière. La présentation était en anglais à la base, elle est disponible sur ma chaîne YouTube, mais je me suis dit pourquoi pas la traduire en français et la rendre disponible à tout mon public francophone également. Donc voilà, je l'ai traduite en français et je te la présente maintenant. Je me réjouis de lire tes commentaires. Si tu as des questions, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. J'ai également des questions, comme tu le verras à la fin de cette présentation, auxquelles je n'ai pas encore de réponse, mais c'est un petit peu l'idée de ce processus de partage, comme tu le sais, hein, partager pour apprendre. Donc, essayer de peut-être découvrir certaines choses. Je vais essayer de t'apporter un maximum, mais si toi, tu as des choses à m'apporter en répondant à mes questions, ce serait un plaisir aussi. Voilà, sans plus attendre, la présentation, c'est parti. Sans plus attendre, on se plonge dans cette présentation que j'ai appelée Observation et réflexion sur le Moxie Monitor. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sean, j'ai 33 ans, coach de la performance, pratiqué plusieurs sports dans mon passé, que ce soit du rugby, de l'haltérophilie, du rameur indoor. Maintenant, je me concentre principalement sur de la formation pour les coachs, pour les entraîneurs, et je me spécialise dans tout ce qui est testing physiologique, profilage physiologique avec de nombreux athlètes, CrossFit, MMA, voile, sport d'endurance et bien plus. Mon objectif aujourd'hui, tu connais bien cette image si tu as déjà regardé plusieurs de mes vidéos. J'aime dire que la connaissance est comme un puzzle infini et que nous essayons tous de construire notre propre version de ce puzzle, de combler les brèches. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'ajouter une ou deux pièces à ton tableau, je l'espère. Si on a la chance de pouvoir raccrocher cette pièce à des concepts que tu comprends ou que tu connais déjà, super. Sinon, n'aie pas peur de laisser ces pièces en suspens. Je les appelle des pièces satellites qui vont venir s'imbriquer à un moment donné, je l'espère, dans ton puzzle de connaissances. Mais voilà, je pense que c'est important de se dire que tout comprendre la première fois, quand on aborde un sujet qui est nouveau, si tu es bien familier avec le sujet, tu vas certainement tout comprendre. Mais si tu ne l'es pas, n'hésite pas à te dire, c'est pas grave si je comprends pas tout. Et ça fait pas de mal des fois d'être un petit peu perdu avant de pouvoir retrouver ses repères. Donc voilà, prends ça avec, prends ça pour ce que ça vaut. 4 sujets aujourd'hui. Je vais essayer d'avoir une présentation assez narrative, hein, vu que j'explique un petit peu ma perception et comment j'ai développé mon point de vue au niveau du Moxie depuis que j'ai commencé à l'utiliser. Dans une première partie, je vais parler des protocoles de test et des profils de SMO2. Donc, l'objectif de cette présentation, il y en a plusieurs, mais l'idée, c'était d'essayer de partager des informations ou des choses, des constats que j'ai pu effectuer et que tu sois coach, que tu sois physio, que tu sois kiné, que tu sois chercheur. J'espère que peu importe ton profil, peu importe ton passé, tes connaissances préalables, tu repartiras avec quelque chose de valeur ou que tu pourras peut-être, comme je te l'ai dit, m'apporter moi des réponses à des questions que j'ai aussi. Donc, premier sujet, protocole de test et profil de SMO2. Deuxième sujet, détermination des seuils à l'aide ou avec l'aide du Moxie. Ensuite, je vais parler du concept de puissance critique et de l'apport de l'oxygène et de comment ça se superimpose avec le Moxie. Et finalement, le W' qui est lié du coup à ce modèle de puissance critique et un concept de réserve systémique d'oxygène que je ne comprends pas encore, que je constate mais que je ne comprends pas encore. C'est là où j'aurai le plus de questions pour toi si tu veux bien, si tu peux peut-être m'aider. Si on parle de protocole de test, quand j'ai commencé à faire des tests, le Moxie, c'était mon premier outil de mesure. Et donc, je ne connaissais pas du tout le monde de la physiologie de l'exercice. J'ai pas fait d'études là-dedans. Et donc, ce avec quoi j'avais commencé, c'était ce test qui s'appelle le 5-1-5, qui est un test qui nous vient de la communauté Moxie de Jörg Feldman, un des titans dans ce monde-là, qui a énormément influencé la pensée de beaucoup de personnes avec qui soit je collabore, soit je communique énormément. Daniel Crumbach, Andrew Sellers, Luke Way, Brian Kozak, Andrew Feldman, son fils, c'est toutes des personnes qui sont issues de ce petit noyau, noyau de chercheurs et de coachs qui ont travaillé ensemble au début avec cette technologie. Et donc, c'était un test assez long où tu répétais chaque palier 2 fois. C'était des temps de travail de 5 minutes avec des coupures d'1 minute. Et ça permettait d'évaluer le profil de conditionnement d'une personne, de voir différents changements de tendance de SMO2, de différents changements de tendance de fréquence cardiaque d'un palier à l'autre aussi, qui nous permettaient de discerner certains domaines d'intensité notamment. Mais comme tu le sais, je suis assez curieux et donc progressivement, à la suite d'avoir trouvé ce protocole, j'ai
J'ai voulu en savoir plus, j'ai voulu mieux comprendre, donc j'ai rajouté d'abord plus de Moxy et par la suite plus d'outils de mesure également, comme tu le sais, le VO2 Master, le test de lactatémie également, que j'inclus maintenant dans mes profilages avancés. Et donc ce sur quoi je me suis retrouvé au final, c'est un compromis, si tu veux bien, entre ce test 5-1-5, quelque chose d'un petit peu plus court, d'un petit peu plus pratique et d'un petit peu plus détaillé aussi, en tout cas à mon sens, avec ce test 4-1, donc 4 minutes de travail, 1 minute de repos. On monte en termes de puissance ou de vitesse en course à pied à chaque palier. Et l'idée, c'est voilà, c'est un processus assez simple, mais l'idée, c'est que c'est facile à répliquer, c'est facile à comparer les données. Et on a, pour plusieurs raisons, des données qui sont intéressantes. Mon objectif, c'est toujours d'avoir entre 9 ou même entre 8 et 11 intervalles qui sont effectués par la personne, en sachant qu'on va jusqu'à l'échec sur le dernier palier. Obtenir 9, 8 à 10, 8 à 11 intervalles, afin de vraiment balayer tout le spectre d'intensité. On commence bas, très bas en général en termes de puissance, plus bas que ce que les gens ne souhaiteraient. En vélo, j'aime bien utiliser 100 BPM en termes de fréquence cardiaque comme barème pour le premier palier. Et ensuite, on monte à partir de là selon des critères préétablis. J'utilise notamment, sans aller trop dans le détail, mais vu que je vais en parler après, j'utilise le concept de puissance critique pour mieux calibrer mes tests, pour faire en sorte que chaque test que j'effectue soit approprié et bien calibré par rapport aux compétences, aux capacités de la personne que j'ai en face de moi. Donc on balaye ce spectre d'intensité, modéré, élevé, sévère, si on parle de domaine d'intensité. Et le 4 minutes, pourquoi c'est un compromis idéal en termes de durée d'intervalle? Simplement que sur la deuxième partie, sur les 2 dernières minutes, eh ben, tu as un équilibre qui se manifeste entre l'apport et l'utilisation de l'oxygène. C'est-à-dire que dans les 2 premières minutes, tu n'atteins pas un état stable, ou pas encore. Et donc de pousser cet effort vers le 3 à 4 minutes, ben avec 4 minutes, tu peux te dire que les 2 dernières minutes, tu es dans un état stable au niveau interne. Et à partir de là, on peut voir comment les choses se comportent. Comment est-ce que tu respires? Est-ce qu'il y a une dérive cardiaque? Est-ce qu'il y a une dérive au niveau du SMO2, etc. Et ça nous permet de tirer certaines conclusions intéressantes. Et les temps de repos, la minute de repos, déjà, ça me permet de faire une prise de lactate qui est propre et qui est bien. Et deux, ça me permet de voir la tendance de réoxygénation. Comme tu le vois, c'est pic ici. En vert, tu vois les temps de travail. En blanc, tu vois les temps de repos. Et on voit ces pics de resaturation qui commencent à nous donner des informations intéressantes. Le placement des capteurs en vélo, ça va souvent être vaste externe gauche et droite, et ensuite un muscle non impliqué. Là, je te montre un deltoïde ou une épaule. J'ai commencé à utiliser le bicep aussi, qui est beaucoup plus pratique, plus récemment. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup testé. Et au final, l'idée d'avoir un muscle non impliqué, tu comprendras pourquoi un peu plus tard dans la présentation. Et en course à pied, on va avoir le droit fémoral, pardon, et comme muscle moteur premier, et l'avant-bras qui fonctionne assez bien pour les coureurs en termes de muscles non impliqués. Donc en général, j'utilise ces placements-là pour les capteurs. On m'avait posé la question durant la présentation, donc je l'ai inclus ici, pour vous. C'est des comparatifs de données. Une des raisons pour lesquelles j'apprécie ce protocole, c'est simplement que tu vas pouvoir comparer de manière assez précise des données d'un test à l'autre. Comme tu le vois là, on a des données de Tim qui a effectué un test avec moi et ensuite un test plusieurs semaines plus tard tout seul pour voir où il en était. Et on voit des différences significatives en termes de moyenne de fréquence cardiaque, de tendance de fréquence cardiaque, de récupération cardiaque en bas à droite avec les barres oranges et les barres vertes. Donc ça permet d'avoir un cadre qui nous permet ensuite de comparer des résultats d'un test à l'autre. Et donc quand je parle de profil de SMO2, au début, c'était assez compliqué de me faire une bonne idée de ce qui se passait parce que j'ai la chance de tester énormément d'athlètes, j'ai testé des dizaines d'athlètes et on a ces deux profils assez différents quand on parle même d'un placement identique sur le corps, par exemple sur un vaste externe en vélo, et on voit ces différents profils qui commencent à s'articuler. Et quelle est la raison pour ces profils? Au début, on disait que, ou en tout cas ce qui ressortait de la communauté Moxy, c'est qu'il y a une idée de limitation d'apport de l'oxygène, limitation d'utilisation de l'oxygène, selon des valeurs minimales ou maximales de SMO2 qu'on va observer. Mais de par les tests que j'ai faits, ça me semblait pas assez juste comme
comme conclusion. Et donc, j'ai creusé un petit peu plus pourquoi est-ce qu'on a différents profils de SMO2 selon le placement du capteur d'une personne à l'autre. Et il s'avérait que j'ai discuté avec Jem Arnold, un collègue à moi, qui avait des mesures d'une étude qu'il avait effectuée sur des cyclistes. Et il avait mesuré la profondeur ou le pli de tissu adipeux ou la profondeur, la couche de tissu adipeux. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a agrégé toutes ces données. Et d'ailleurs, un de mes objectifs de vie, c'est de créer des graphiques aussi bien que ceux de GM, petite blague à part. Mais quoi qu'il arrive, il a en gros utilisé toutes les données de son étude et tu peux aller voir ça sur son blog. Je t'ai mis l'adresse en bas, sparecycles.blog, c'est là où il publie pas mal de ses trouvailles et de ses questionnements, ses réflexions qui sont très très intéressantes. Et donc, ce qu'il a ressorti de cette analyse de données, c'est que en fait, tu vas retrouver différents profils selon la couche, selon la profondeur, selon la couche de tissu adipeux qui est sous le capteur, que lui a mesuré dans le contexte de son étude. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, eh ben, selon la profondeur à laquelle pénètre le signal du MOXIE, eh ben, on n'observe pas les mêmes cinétiques de l'oxygène. Donc ça déjà, c'est un point qui est extrêmement important pour moi, de comprendre que selon la personne et selon son profil, on va pas nécessairement voir la même chose sur le MOXIE, ça va pas se manifester de la même manière. Et ça, c'est un concept qui est très très important, notamment si on cherche à calculer des pentes, comme tu peux le voir ici sur la tendance du haut, la pente 0, là où l'inflexion passe de 0 à une inflexion positive ou vers le bas, eh ben, ce n'est pas du tout la même intensité relative par rapport à un point d'inflexion sur le profil du bas, qui aurait du coup une profondeur de tissu adipeux moins importante ou une couche de tissu adipeux moins épaisse, et donc un signal du MOXIE qui va aller chercher plus loin dans le muscle. On sait que différentes profondeurs de muscles ont différentes propriétés physiologiques, donc différents tissus ont différentes cinétiques de l'oxygène, au niveau de la densité capillaire, densité mitochondriale, possiblement toutes ces choses qui font qu'on n'a pas les mêmes résultats selon à quelle profondeur pénètre notre signal de MOXIE. Donc comment est-ce qu'on concilie ces données? Comment est-ce qu'on les normalise? Ça, c'est des questions que moi je me pose. Je sais qu'il y a des idées d'effectuer une occlusion avant le test pour voir le minimum sur ce capteur-là. C'est des choses qui sont détaillées dans des études qui utilisent le NIRS notamment. Donc je pense qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Mais je pense que pour les utilisateurs du MOXIE, c'est un concept important à comprendre. On ne va pas nécessairement voir les mêmes profils chez tout le monde et ça a plus à voir avec la profondeur du signal qu'autre chose. Donc voilà pour la première leçon de cette présentation. Dans cette deuxième partie, on va parler de la détermination des seuils grâce au MOXIE. Les seuils, c'est quoi? C'est simplement les limites, les points de transition, les frontières entre des domaines d'intensité. Ces domaines d'intensité élicitent chacun des réponses physiologiques différentes et ces seuils, du coup, nous permettent de faire la distinction entre différents états internes afin de mieux individualiser, d'orienter l'intensité des entraînements et ainsi que de pouvoir quantifier les progrès de nos athlètes et des personnes avec qui on travaille dans le temps. Non, ces seuils ne sont pas des points fixes. D'accord, ils sont influencés par de nombreux facteurs. On a déjà fait un podcast complet avec Jem notamment et avec Andrew Sellers sur le sujet, mais c'est un concept, c'est un modèle qui est important et qui est utile à mon avis. Comme on le dit toujours, ou comme George Box disait, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Le modèle des seuils n'est pas exact, il est faux, mais il est utile pour mieux organiser notre réflexion autour des intensités d'entraînement. Et donc, quand on parle de déterminer des seuils, la manière dont je travaille aujourd'hui, et c'est une manière qui va certainement évoluer à l'avenir, je regarde d'abord mes données systémiques au niveau de la VO2, de la ventilation et notamment de la lactatémie, ce qui va m'informer sur voilà, où peuvent se trouver ces points de transition au niveau interne, ces changements d'état interne qui sont importants à déterminer par rapport qui nous permettent ensuite d'établir la distribution d'intensité individuelle de l'athlète, de déterminer notamment leur zone d'entraînement de manière cohérente et de manière exacte pour leur permettre de mieux s'entraîner. Et donc la deuxième leçon ici, c'est de toujours prendre nos mesures avec des pincettes. Donc comme je te le disais, j'utilise ces mesures systémiques en premier et ensuite je référence ça, je fais un référencement croisé, cross-reference avec mes valeurs de SMO2 afin de, si j'ai un doute en gros d'un palier à l'autre, eh ben, je vais en général me baser sur l'interprétation du MOXIE et de manière générale, encore une fois,
toujours interpréter mes données de manière conservatrice, donc plutôt niveler vers le bas ou majorer ou tirer mes interprétations vers le bas, étant donné qu'il faut se dire que 4 minutes, c'est bien en termes de temps de travail, mais ça reste des paliers qui sont assez courts. Notamment au niveau des courbes de lactatémie, on aurait une courbe qui serait un petit peu plus agressive si on prolongeait nos temps de travail vers du 6, 8 ou 10 minutes par palier. Et donc, pour voilà, rester le plus cohérent possible dans l'interprétation globale, j'ai tendance à être très conservateur avec mes interprétations, mais le Moxie m'aide notamment pour trouver, déterminer, discerner ces points de transition quand je ne suis pas très sûr de où je devrais placer ce point de transition. Et donc, deuxième leçon, toujours être prudent, remettre en question ses propres interprétations, vérifier avec d'autres points de mesure. Dans ce cas-là, tant que tu sais ce que tu regardes, plus de données, c'est toujours mieux si tu sais comment utiliser ces données et comment les mettre à profit pour orienter ta réflexion et ta prise de décision. Je pense que c'est une des choses importantes. Si tu veux en lire un peu plus sur mon processus de profilage physiologique complet, tu peux te rendre sur Simply Faster. J'ai écrit un blog extensif sur le sujet. Je te mets l'adresse ici en bas. Donc n'hésite pas à aller lire ce blog si tu veux en savoir un petit peu plus. Troisième partie de cette présentation, on va parler de la puissance critique et du concept de l'apport de l'oxygène. Donc déjà pour commencer, la puissance critique, c'est quoi? C'est c'est un concept qui va nous aider à illustrer l'intensité au-delà de laquelle l'équilibre métabolique interne ne peut plus être maintenu. Et donc, la raison pour laquelle je trouve ça fascinant, c'est que la puissance critique, ou la relation puissance-durée, pour la prendre de manière plus globale, c'est un modèle mathématique, mais qui va s'appliquer également à notre physiologie. Donc, j'aime bien utiliser cette image, et c'est un petit peu ce qui me vient en tête quand je pense à tout ça, mais c'est l'idée qu'on a d'un côté un modèle mathématique, cette relation puissance-durée, et on a des données physiologiques avec le Moxie qui nous permettent de visualiser ça en interne. Et on a ces deux choses qui se superimposent très très bien, qui ont une correspondance qui est élevée. Et quand tu arrives à une conclusion similaire à partir de points de réflexion ou en utilisant des modèles très différents, ça renforce la probabilité que ton interprétation ou que ton approche est correcte. Et donc, si on veut faire le lien entre cette puissance critique et l'idée de l'oxygène, on a une utilisation de l'oxygène qui va augmenter de manière linéaire sur l'échelle de l'intensité. C'est-à-dire que plus tu pousses de watts, pour faire simple, et plus tu vas consommer d'oxygène. Et on a une relation qui est linéaire entre ces deux éléments. Par contre, quand on parle d'apport de l'oxygène, là, ça va être linéaire jusqu'à un certain point. Et ce point-là, c'est quoi? Ce point-là, il semblerait en tout cas, la puissance critique. Et c'est-à-dire qu'une fois que tu dépasses ta puissance critique, une fois que tu dépasses ce seuil, eh ben, tu as un plateau au niveau de ton apport d'oxygène et donc tu ne peux plus subvenir aux besoins de ton corps qui, lui, continue à utiliser plus d'oxygène. Mais toi, en gros, tu as atteint ta capacité maximale d'apport de l'oxygène qui va atteindre un plateau et donc tu ne vas plus pouvoir subvenir aux besoins métaboliques de ton corps. Tu ne vas plus pouvoir maintenir cet équilibre interne. C'est d'ailleurs pour cela que, comme je le dis souvent, dans le domaine sévère, on perd l'équilibre interne. Et ben, c'est simplement, si on veut le simplifier, on pourrait dire que notre utilisation de l'oxygène, dès le moment où on passe dans le domaine sévère, excède notre capacité maximale d'apport de l'oxygène. Et une des clés qui nous permet de tirer cette conclusion, c'est cette étude qui nous parle des différents déterminants physiologiques de la puissance critique. Et ce qu'on voit ici, c'est que le nombre de contacts capillaires autour des fibres de type 1 est hautement corrélé, donc avec un R de 0,94 ou 0,94 à la puissance critique. Il y a une forte association positive entre la puissance critique et la capillarité des muscles humains. Ce qui est intéressant avec ça, et l'analogie que j'aime bien utiliser maintenant, c'est celle du taxi. Les taxis qui viennent déposer des gens à l'aéroport pour qu'ils aillent prendre l'avion. Si tu n'as que 3 places de taxi sur lesquelles les taxis peuvent se poser pour décharger leurs passagers à l'aéroport, eh ben, tu vas pouvoir, disons qu'il y a 4 personnes par taxi, comme il y a 4 molécules d'oxygène par molécule d'hémoglobine, il y a 4 personnes par taxi, tu arrives à sortir quoi? 12 personnes par minute, si on prend une minute pour sortir de la voiture, prendre ses bagages et ensuite partir et que le taxi prenne la route et laisse la place à d'autres taxis. Mais tu as tous les taxis qui attendent et qui ne peuvent pas se parquer parce qu'il n'y a que 3 places.
Maintenant, si on augmente ce nombre de places et on passe à 10, on passe à 20, on passe à 30, eh ben, tu peux voir que le nombre de personnes qu'on peut décharger par unité de temps est beaucoup plus important. Ben, c'est pareil avec les capillaires. Plus tu as de capillaires, plus tu peux décharger d'oxygène de ton sang vers les fibres musculaires. Et donc, à l'aide de cet oxygène, dans le muscle, tu vas pouvoir maintenir cet équilibre interne, subvenir à tous ses besoins au niveau bioénergétique et, encore une fois, faire en sorte que tous les processus énergétiques qui s'y déroulent puissent ne pas, on va dire, pousser la balance du côté du déséquilibre métabolique. Et cet oxygène nous permet de maintenir cet équilibre. Et donc, on a ce lien très, très intéressant entre la puissance critique, cet apport maximal de l'oxygène et cette densité capillaire au niveau des paramètres physiologiques. Si on atteint notre seuil maximal d'apport de l'oxygène, qu'est-ce qui va se passer sur ce profil-là de SMO2, hein? Encore une fois, selon les profils, ça va différer et selon la profondeur à laquelle mesure ton moxie, on pourrait dire le rendu ne sera pas le même. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'une fois qu'on dépasse cette puissance critique, qui est ici marquée en trétillé noir, et ben, de 1, on va maximiser ce retour vers le haut, cette récupération, cette hyperémie réactive, comme on l'appelle, au niveau des minutes de repos, mais on va aussi atteindre ce plateau minimum au niveau du SMO2, c'est-à-dire que quand tu atteins ce plateau minimum, eh ben, ton utilisation maximale excède ton apport maximal, ce qui n'est pas le cas sur les paliers précédents, comme tu peux le voir, et donc on se trouve dans le domaine sévère, et donc on va tendre progressivement vers l'échec. Et donc on a ce lien super intéressant entre la puissance critique, l'apport maximal de l'oxygène, ce que je vois souvent, c'est également que le pic maximal de réoxygénation, comme tu peux le voir à partir de 300 watts ici, ou de la fin même du 275-275 watts, c'est que tu vas avoir un pic maximal de réoxygénation qui va être du coup proportionnel à la demande. C'est-à-dire que si tu n'as pas excédé ta capacité maximale d'apport de l'oxygène, ton hyperémie réactive ne sera pas maximale. Mais dès le moment où tu vois des pics qui atteignent leur maximal sur l'amplitude complète et qui y restent, ça veut en général dire que tu es dans le domaine sévère, que tu as excédé cette capacité maximale d'apport de l'oxygène. Donc, troisième leçon ici sur cette présentation, quand on observe un muscle moteur ou locomoteur avec un moxie, le moxie nous donne une indication en temps réel de où on se situe sur ce spectre d'intensité. L'équilibre, on l'a dit, hein, entre l'apport et l'utilisation d'oxygène. Et donc cet apport maximal, une fois qu'il est excédé, eh ben, on va atteindre notre plateau minimum de SMO2. Ça ne veut pas dire qu'on est à 0% nécessairement, parce qu'encore une fois, ça va vraiment dépendre de la profondeur à laquelle va le signal. Et en gros, plus ta couche de tissu adipeux est épaisse, et moins tu vas aller bas dans les pourcentages absolus de SMO2, d'où l'idée de l'occlusion avant de faire le test pour voir quel est le minimum sur ce capteur. Mais c'est une idée un peu plus avancée dont on pourra parler dans une prochaine vidéo, mais sur laquelle je ne veux pas nécessairement m'étendre ici. Un autre aspect du Moxie que j'apprécie énormément et que j'utilise notamment dans mes séminaires, c'est que avec cette visualisation, ça nous permet de mettre en contexte la bioénergétique humaine, de peut-être mieux comprendre ce qui se passe en interne et voilà, de faire le lien entre la théorie et la pratique. C'est toujours intéressant de voir ces cinétiques de l'oxygène en temps réel sur différents types d'efforts pour se rendre compte en fait de comment les choses fonctionnent en interne. Donc je pense que de ce côté-là, le Moxie, c'est vraiment un outil pédagogique d'apprentissage extrêmement intéressant. Quatrième et dernière partie, on va parler du W' et de la réserve systémique d'oxygène. Donc le W', c'est quoi? En gros, c'est cette réserve de travail, c'est cette quantité de travail fini que l'on peut effectuer une fois qu'on dépasse notre puissance critique. Dès le moment où notre utilisation d'oxygène excède notre capacité d'apport maximale, c'est comme une capacité de réserve, comme une batterie que l'on peut visualiser ici de cette manière-là. Une autre manière de l'expliquer, c'est avec une analogie financière ici. Et donc, ta puissance critique, c'est le compte courant. C'est aussi simple que ça. Ta puissance critique, c'est le compte courant. Et donc, tant que tu ne dépasses pas la capacité, entre guillemets, maximale de ton compte courant, en termes de retrait par mois, on va dire, eh ben, tu peux rester en état stable au niveau interne. C'est-à-dire que ce qui rentre est égal ou supérieur à ce que tu utilises. Et donc, on maintient un équilibre interne. Mais dès le moment où l'utilisation excède l'apport maximal, en gros, dès le moment où la quantité de retrait que tu effectues par mois, parce qu'on prend l'échelle financière ici pour un compte, mais du coup, sinon, c'est sur
par seconde ou par unité de temps arbitraire dans le corps humain. Dès le moment où tes retraits excèdent ton salaire, on va dire, qui rentre dans ton compte courant, eh ben, tu dois aller chercher dans ton compte épargne, qui est donc ce W', pour combler le manque. Et ton compte épargne, c'est une quantité finie d'énergie que tu peux apporter en plus. C'est pareil dans le concept du W' au niveau de la puissance critique, c'est-à-dire que le W' représente une quantité finie de travail que tu peux effectuer en dessus de la puissance critique, exprimée en kilojoules en général. Et ce W' qui rentre en jeu dès le moment où on dépasse cette puissance critique. Comme on l'a vu tout à l'heure, on comprend assez bien les facteurs physiologiques déterminants de la puissance critique. On le comprend un petit peu moins au niveau du W'. Une chose qui me semble extrêmement intéressante, c'est ces données que j'ai pu collecter sur moi-même et que je vois encore et encore sur les différents tests que j'effectue. C'est ici, j'ai effectué 2 tests effort maximal moyen, d'accord? Donc, ce n'était pas un 3-minute all-out test sur ce 3 minutes, c'était simplement 3 minutes pour le maximum de watts que je pouvais tenir en moyenne. Donc, on a un test de 3 minutes et on a un test de 12 minutes. On a RVL qui veut dire Right Vastus Lateralis, donc le vas latéral droit et le vas latéral gauche avec le LVL sur le 12 et le 3 minutes. Ça, c'est presque les données les moins intéressantes parce que comme tu le vois, j'étais dans le domaine sévère, en dessus de ma puissance critique quand j'ai effectué ces efforts. Et tu vois simplement que les muscles moteurs avec les MOXIE atteignent leur minimum et ils restent plus ou moins. Pour faire simple, ça descend tout en bas, ça reste en bas pour toute la durée du test. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est la donnée qui nous vient du biceps, d'accord? Donc un muscle non impliqué en vélo. Et ce que tu vois ici, c'est une certaine pente de ce SMO2 sur un effort de 3 minutes et une pente qui est moins abrupte durant cet effort de 12 minutes, mais qui toutes les deux semblent correspondre assez étroitement à ma capacité d'effort maximal sur cette durée d'effort. C'est-à-dire que, eh ben, tu vois que si on utilisait cette droite ou cette tendance de SMO2 sur le muscle non impliqué comme manière de visualiser ce W' en temps réel, eh ben, en connaissant la pente et en faisant 2-3 calculs pas trop compliqués, on peut assez facilement extrapoler combien de temps il me reste à cette intensité-là avant que je ne puisse plus continuer à avancer. Et donc, on a cette réserve systémique d'oxygène, je n'ai pas de meilleure manière de l'exprimer, qui semble être liée à ce W', pas chez tout le monde, je le vois surtout chez les gens bien entraînés. Les personnes non entraînées ne semblent pas être capables d'accéder à cette réserve systémique de l'oxygène, en tout cas pas de cette manière où elle se manifeste au niveau du muscle non impliqué. Et encore une fois, on a ce parallèle entre le W', qui est un de ces paramètres comment on dit ça, du modèle mathématique de la relation puissance-durée, mais qui du coup peut se mesurer en temps réel, il semblerait, sur un muscle non impliqué comme on le voit ici. Et ça, c'est là où je ressors avec énormément de questions, parce que j'ai pas nécessairement de réponse. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une redirection du flux sanguin? Est-ce que c'est une utilisation de l'oxygène au niveau périphérique pour recycler par exemple le lactate qui a été généré par les muscles non impliqués dans cet effort de vélo? C'est toutes des questions auxquelles je n'ai pas vraiment de réponse. Mais de manière générale, ce qu'on peut dire pour synthétiser un petit peu la partie 3 et la partie 4 de cette présentation, c'est que le W' va nous informer de ce qui se passe au niveau systémique, au niveau du corps complet, surtout une fois qu'on dépasse cette puissance critique, une fois qu'on passe dans le domaine sévère, le muscle non impliqué va nous informer de l'équilibre systémique au niveau interne. Et si on peut calculer des pentes, on peut estimer des temps de soutien ou des temps à l'échec. Alors que le MOXIE sur un muscle moteur, donc en vaste externe par exemple en vélo, nous informe lui de l'équilibre entre l'apport et l'utilisation de l'oxygène. Donc comme je le dis au départ, tout est connecté. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant d'apporter toutes ces choses ensemble. Mes questions, comme je te l'ai dit avant, quel est le rôle de l'oxygène dans le contexte du W'? Pourquoi est-ce qu'il se manifeste de cette manière? Est-ce que, comme je te l'ai dit avant, c'est une redirection du flux sanguin? Est-ce que c'est une utilisation du lactate dans les muscles non impliqués? Quelles sont les autres implications pratiques de cette observation, au-delà du fait que potentiellement on peut calculer des temps à l'échec
en temps réel avec une visualisation directe de ce qui se passe à ce niveau-là. Ça, c'est des sujets sur lesquels j'ai pas ou des questions auxquelles j'ai pas de réponse, en tout cas pas encore. Si toi, tu as des réponses à m'apporter, je me réjouis de lire tes commentaires. Sur ce, je conclue la présentation. Merci d'avoir regardé cette présentation. J'espère qu'elle t'a plu. C'est le genre de travail que je souhaite faire plus dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, n'hésite pas à me le faire savoir si tu apprécies ce genre de présentation dans les commentaires. En tout cas, n'oublie pas de me laisser un like, de partager cette présentation avec quelqu'un que ça pourrait intéresser si tu connais ce genre de personnes qui seraient intéressées par ces sujets-là. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder cette présentation. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à tout bientôt sur la chaîne. Ciao.